Trevor Dilley était un jeune homme extrêmement jovial, sympathique et techniquement doué. Son intérêt pour les ordinateurs et ses talents pour les mathématiques ont été interrompus par une disparition inexplicable et introuvable en décembre 2000, laissant tous ceux qui le connaissaient, à la fois dans la vie et à travers le World Wide Web, chercher des réponses dans une mer de preuves qui nous a tous noyés dans le doute. Dans l'espoir de fournir un raisonnement plus substantiel basé sur des preuves visibles et une analyse situationnelle, ceci est un examen de la disparition de Trevor Dean et de la relation avec les figures ombrageuses à proximité. Ceci est Détective d'affaires non résolu. Trevor Dilley est né le 15 août 1978 à Naas, dans le comté de Kildare en Irlande, de parents Michael et Anne Dilley. Il était le plus jeune de 4 enfants qui ont appris sous la tutelle étroite de son frère Mark et de ses sœurs Michelle et Pamela. Son comportement d'enfance doux mais contagieux faisait de lui un enfant aimable, et même en tant qu'adolescent, Trevor a développé une personnalité équilibrée, s'entendant avec pratiquement tout le monde. Ses aînés étaient tous des athlètes scolaires, participant à des sports et des compétitions. Trevor, cependant, était l'exception, et s'est plutôt épanoui en tant qu'athlète de l'esprit, découvrant un amour pour l'arithmétique et les sciences. Ses intérêts pour les chiffres et la technologie, combinés à des tendances à résoudre des problèmes, ont inspiré Trevor à bricoler avec des ordinateurs et des systèmes audiovisuels. C'est devenu un passe-temps pour Trevor, mais pas un choix de carrière viable. Il était confus sur où concentrer ses études après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, testant les eaux du commerce et de l'économie à l'Institut de technologie de Waterford. Pendant cette période, il a travaillé à temps partiel au supermarché local, mais ne s'est jamais vraiment senti à l'aise et a abandonné après le premier semestre. Se souvenant que Trevor avait un don pour le dépannage, sa sœur Michelle a recommandé une série de leçons d'informatique à Dublin. Trevor a vite trouvé sa vocation dans la vie après avoir accepté. Michel a été cité dans l'Irish Times disant à propos des nouveaux talents de son frère « Il s'y est mis comme un poisson dans l'eau, comme tourner une clé dans une serrure. Trevor a adoré les cours et a bientôt consacré toute son énergie aux ordinateurs. » Lorsqu'il a terminé ses études, il s'est vu proposer immédiatement 3 offres d'emploi distinctes. En quête de conseils professionnels, Trevor s'est adressé à son père, également mentionné dans l'Irish Times. « J'ai dit, prends la banque. Les banques sont plus sûres que toutes les autres. » Cela s'avérerait être un présage assez inquiétant pour la tragédie à venir. 7 mois avant le tournant du millénaire, Trevor a pris un poste à la Banque d'Irlande Gestion d'actifs près du pont de Leeson Street à Dublin. Il travaillait au département informatique avec 10 collègues qui louaient son éthique de travail et son enthousiasme. Le manager de Trevor, Dara Tracy, le décrivait comme l'employé parfait qui était fiable au travail, avide de connaissances et sympathique avec tout le monde dans l'entreprise. Il en était de même dans sa vie personnelle car Trevor est devenu particulièrement proche de son frère aîné, Mark, et de ses 2 amis de toujours de Naas, Glenn Cullen et Conleth Lunnan. De plus, Trevor avait rencontré une fille lors de son dernier été à Dublin et avait voyagé jusqu'à Anchorage, en Alaska, pour la voir seulement 1 mois avant que ce mystère ne commence. Malgré les nombreuses acclamations et relations positives dans la vie de Trevor, une obscurité inattendue se profilait à l'horizon. Pendant la saison des fêtes de décembre 2000, les collègues de Trevor ont organisé une fête de Noël d'entreprise à l'hôtel Hilton à Dublin. La nuit était remplie de boissons et de bonnes vibrations jusqu'au petit matin. Vers 4 heures du matin, une vidéo de surveillance a capturé Trevor, marchant de l'agence de la Bank of Ireland, vers son appartement à Ballsbridge, et cela s'avérera bientôt être la dernière apparition de Trevor Dilley avant sa disparition inexpliquée. En mai 1999, Trevor Dilley reçoit 3 offres d'emploi et décide de choisir un poste en informatique à la Bank of Ireland Asset Management sur Wilton Terrace à la suggestion de son père. Trevor s'intègre parfaitement à la culture de travail et forme des relations professionnelles saines avec ses pairs.
Après le tournant du millénaire, quelque part en l'an 2000, Trevor commence à louer un appartement sur Serpentine Avenue, Sandymount, Dublin 4, dans le complexe Renoir. Il est accompagné de 2 autres colocataires féminines, Niamh et Sarah. Le trio maintient une situation de vie sans conflit tout au long de l'année. Plus tard cet été, Trevor rencontre Karen, une touriste d'Anchorage en Alaska, en vacances en Irlande. Malgré son court séjour à Dublin, Trevor ressent une connexion romantique avec elle. Ni les amis, ni la famille de Trevor n'ont l'occasion de rencontrer Karen. Le 7 octobre de la même année, Mark Deeley assiste à un match de football Gaelic Athletic Association avec Trevor à Castlebar dans le comté de Mayo. Les frères passent la journée avec quelques amis supplémentaires et Mark mentionne que c'est à ce moment-là qu'il a vu Trevor non seulement comme un frère, mais aussi comme un père. Mentionnant que Trevor montrait des promesses dans sa propre vie, tant au niveau du travail que des finances. C'est leur souvenir le plus récent, mais ce serait aussi le dernier. Un jour dans les dernières semaines de novembre, Trevor et son ami proche Glenn Cullen ont une conversation à propos de Karen, la fille que Trevor a rencontrée en été. Glenn parie en passant que Trevor n'irait pas la voir aux États-Unis, ce à quoi Trevor rétorque qu'il le fera. Néanmoins, il est rapidement ajouté à la liste des bénéficiaires de la réduction à Aer Lingus de Glenn et obtient un vol gratuit de l'Irlande à Anchorage, en Alaska. Après une escale à Los Angeles, Trevor arrive en Alaska pour retrouver Karen. Cependant, les événements exacts qui se sont déroulés à Anchorage à ce moment-là restent assez flous. Le père de Trevor, Michael, affirme que Trevor avait plus d'une fille qui l'intéressait aux États-Unis qu'il avait rencontrée en Irlande et prétend avoir trouvé dans l'email de Trevor une correspondance dans laquelle Trevor disait à l'une des filles qu'il était libre pendant quelques jours et qu'il viendrait la voir en personne. La fille nommée Janie a répondu et a dit qu'elle serait occupée pendant les dates spécifiées, pourtant Trevor a persisté et a quand même fait le voyage. D'un autre côté, le frère de Trevor, Mark, était convaincu que les vacances n'étaient pas hors de l'ordinaire et n'étaient rien de plus qu'une série de détentes qui incluait une reconnexion avec son ex-petite amie. Une coïncidence tout à fait inoffensive. Le mardi 5 décembre, Trevor rentre chez lui en Alaska et prend un bus pour retourner à la maison familiale à Nass. Son père ne le voit qu'en passant alors qu'il part pour une réunion de travail. Pendant ce temps, un Trevor épuisé décrit les splendides calottes glaciaires qu'il a observées. Sa mère l'incite à venir ce week-end pour leur raconter son récent voyage. Mais Trevor dit qu'il fera ses achats de Noël et ne pourra pas. Le lendemain, mercredi 6 décembre, il reprend son travail à la Banque d'Irlande comme d'habitude. Malheureusement, la normalité frappe dès le lendemain. Le jeudi 7 décembre, à 16h, Trevor finit son travail. Selon Michael Deeley, il a reçu un appel de Trevor ce tard dans l'après-midi, au cours duquel il a mentionné que l'électricité de son complexe d'appartements était coupée. Cela signifie que Trevor était chez lui peu après sa journée de travail le jour de sa disparition. En début de soirée, Trevor est passé au bureau de son père pour prendre les lentilles de contact sur ordonnance envoyées par son frère opticien. Cependant, Michael Deeley était alors en réunion. Peu après, Trevor et quelques amis se sont rendus à la boîte de nuit Copperface Jacks où Trevor a eu la dernière conversation connue avec son père, Michael. Vers 8h45, Trevor et son groupe quittent le club et se rendent à l'hôtel Hilton tout proche, situé place Charlemagne où se déroule la véritable fête de Noël de l'entreprise. Ils savourent un dîner raffiné accompagné de musique live. Quelques heures plus tard, entre 10 et 11h30 du soir, Trevor reçoit un autre appel téléphonique, cette fois de son meilleur ami Glenn Cullen. Il y a trop de bruit du côté de Trevor pour communiquer clairement. Les amis passaient le reste de la nuit à jouer à la balle téléphonique. Aux petites heures du vendredi matin, le 8 décembre, vers 2h du matin, Trevor et ses amis quittent le Hilton et arrivent à Buck Wellis sur Leeson Street, une autre boîte de nuit populaire à Dublin. Les festivités d'après-fête durent environ 1h30 jusqu'à 3h35 du matin. Trevor est capturé sur des images de vidéosurveillance devant le portail numéro 2 de son bureau à Wilton Terrace. Il a une brève conversation avec un homme curieux vêtu de noir avant de se diriger seul vers le bureau. Il remercie le gardien de sécurité de l'immeuble, Peter, pour son aide. Il convient de noter que l'homme vêtu de vêtements sombres semble avoir attendu à l'extérieur de la porte pendant environ 30 minutes avant l'arrivée de Trevor. Vers 3h36 du matin, Trevor demande à son collègue Carl Pender s'il est disponible pour une rapide tasse de café.
Carl informe Trevor qu'il est occupé et lui demande de patienter un instant. À 3h37 du matin, des images de vidéosurveillance montrent le même homme en noir devant la porte 2. 1 minute plus tard. Cette fois, avec une deuxième silhouette positionnée à côté de lui et une possible troisième personne cachée par les ombres derrière eux. 10 minutes plus tard, vers 3h50 du matin, Trevor partage enfin une boisson avec Carl. Le loisir est de courte durée, cependant, car Trevor est vu quittant le bureau à 4h03 du matin par la porte 2, tenant maintenant un parapluie sur la preuve vidéo de la télévision en circuit fermé. 2 minutes passent avant que Trevor n'appelle une dernière fois son ami Glenn, disant qu'il rappellera plus tard dans la journée. Ce serait le dernier point de contact officiel que Trevor établit avec quelqu'un en particulier. À 4h14 du matin, des images supplémentaires de surveillance montrent Trevor passant devant ce qui était alors une banque Allied Irish Banks sur Addington Road en direction de son appartement à Ballsbridge. 30 secondes s'écoulent et un autre passant entre dans le cadre, un homme vêtu de noir, presque identique à la première silhouette sombre des portails de la Bank of Ireland. D'autres passants présents dans la zone à ce moment-là ne se souviennent pas avoir vu quelque chose d'anormal aux alentours. Alors qu'il descend la rue hors de vue, cela devient la dernière apparition connue de Trevor Deeley. À 9h30, le même matin, Trevor ne se présente pas au travail, aucune action n'est entreprise. À plusieurs reprises pendant les jours de week-end du 9 décembre et du 10 décembre, la sœur de Trevor, Michelle, passe plusieurs appels à Trevor, chaque fois sonnant mais finissant sur la messagerie vocale. Michelle remarque plus tard qu'elle n'était pas inquiète à l'époque et était assez sûre que son téléphone portable était actif à chaque fois. Les soupçons surgissent finalement le lundi 11 décembre lorsque la Banque d'Irlande informe les parents de Trevor de son absence continue au travail. Michael et Anne Deeley informent alors leur fils aîné, Mark, qui ressent immédiatement un malaise étrange dans l'atmosphère et se rend directement à la maison familiale à Naha. Pendant ce temps, Michael se rend chez Trevor mais ne reçoit aucune réponse, ni en personne ni au téléphone. Mark poursuit les efforts d'enquête et fouille à la fois la boîte de nuit Copperface Jacks et le quartier de Ballsbridge. Lorsqu'aucune trace n'est trouvée, Mark accompagne l'ami, Glenn Cullen, de retour à Naas et signale la disparition de Trevor au poste de Garda de Naas. Une grande chasse à l'homme éclate le lendemain, le 12e décembre, alors que la Garda fouille l'appartement de Trevor et qu'une équipe subaquatique peigne le Grand Canal à proximité. Les deux efforts restent sans résultat. Les recherches se poursuivent jusqu'en janvier 2001, avec des tracts distribués aux habitants de la ville et des inspections supplémentaires des plans d'eau. L'ami de Trevor, Conleth Lunan, participe même en tant qu'expert en vidéosurveillance et étudie des extraits de vidéos de la nuit de sa disparition. Malgré tout, aucune preuve n'est déterrée. Vers février ou mars 2015, 14 ans après le début du mystère, l'Irish Times a publié une série spéciale en 3 parties détaillant l'affaire Trevor Deeley. Plus tard, en 2015, le journaliste Donald McIntyre crée un documentaire associé qui contient une image jamais vue auparavant d'une vidéo de surveillance à l'extérieur de la Banque d'Irlande, non diffusée par la Gardaí. Il met en évidence le 2e et le 3e homme dissimulés dans l'obscurité qui sont à l'extérieur de la porte après que Trevor est entré dans le bâtiment, un fait inconnu du grand public jusqu'à ce moment. En décembre 2016, les enquêteurs relancent l'affaire non résolue de Trevor avec les nouvelles images de vidéosurveillance et les envoient à des spécialistes au Royaume-Uni pour décrypter la médecine légale des derniers moments de Trevor. Juste 4 mois plus tard, en avril 2017, une entreprise au Royaume-Uni est d'accord que l'homme en noir qui a suivi Trevor de 30 secondes dans la dernière prise de vidéosurveillance est très probablement l'homme en noir à l'extérieur de son bureau dans les premières prises. Ces images initiales sont améliorées et révèlent que Trevor a effectivement parlé à la silhouette sombre avant d'entrer dans la Banque d'Irlande cette nuit fatidique, donnant à nouveau au public un nouvel indice. C'est le dernier indice précis découvert à ce jour dans le dossier de Trevor Deeley. Comme pour toutes les affaires de personnes disparues et la plupart des enquêtes criminelles en général, les preuves les plus recherchées sont les éventuelles images des lieux où ces crimes ou mystères ont eu lieu.
Dans la recherche de Trevor Dealey, l'un de ses amis proches, Conleth Lunan, a pu utiliser son expertise en technologie vidéo pour extraire des images partielles de vidéosurveillance à la fois des bureaux de la Bank of Ireland et des bureaux de l'Ally Irish Banks quelques jours seulement avant qu'elles ne soient détruites. Ces bandes ont capturé les derniers moments connus de Trevor aux premières heures du matin du 8 décembre, après qu'il a quitté les festivités de Noël pour aller chercher un parapluie dans son bureau et rentrer chez lui. Il convient de noter que les images sautent à quelques endroits, probablement pour des questions de gestion du temps. La première partie de la vidéo montre un homme vêtu de vêtements sombres qui arrive à l'extérieur de la Banque d'Irlande à 3h05 du matin. L'image saute ensuite à environ 3h34 du matin, l'homme traînant toujours avant de sortir du cadre à notre gauche. Elle filme ensuite Trevor arrivant au travail à 3h35 du matin sous un autre angle. À ce moment, ce qui est supposé être l'homme en noir réapparaît dans le plan et parle à Trevor pendant un moment ou deux. Trevor rentre ensuite à l'intérieur avant que la séquence ne saute à nouveau à 4h02 du matin, où nous voyons Trevor revenir dans la rue avec son parapluie et l'homme suspect n'est nulle part en vue. Le dernier morceau de bande se joue alors à 4h14 du matin, montrant un homme sous un parapluie passant devant le bâtiment de l'Allied Irish Banks. La famille confirme plus tard qu'il s'agit de Trevor Dealey. 30 secondes plus tard, un homme habillé en noir marche dans la même direction que Trevor. On pense que cette silhouette est l'homme d'avant qui attendait autour des deux portails et l'homme qui a brièvement parlé avec Trevor. À ce jour, il n'a jamais avancé pour être éliminé de l'enquête et tant qu'il ne le fait pas, il est toujours très suspect. Pourtant, le mystère de cet homme et des images de vidéosurveillance en général ne s'arrête pas là. Après que les bandes ont été numériquement remasterisées, un documentariste, Donald McIntyre, a sorti un film en 2015 intitulé « Non résolu » dans lequel il a révélé des captures d'écran d'images inédites montrant Trevor et l'homme en noir à l'extérieur de la porte, 2 après le départ de Trevor. Cependant, une inspection plus approfondie en 2017 a révélé que le code temporel sur cette nouvelle capture d'écran provient en fait de la période entre l'entrée et la sortie de Trevor de la Banque d'Irlande. Ainsi, ni cet homme sur notre droite, ni l'homme debout à l'arrière ne sont Trevor lui-même. Ce sont plutôt deux nouvelles figures distinctes qui semblent regarder dans le complexe de bureaux. Sachant cette information, l'image devient beaucoup plus dérangeante, car ces hommes sont cachés derrière leurs vêtements sombres et leurs ombres. Lorsque les autorités ont rouvert le dossier, elles ont pu retrouver les hommes à droite et à l'arrière. Ces deux individus ont été identifiés comme des collègues de Trevor et rapidement écartés de la liste des suspects. Cependant, pourquoi ils étaient là dans les bureaux en même temps ce soir-là, se tenant dans le cadre comme il l'était, reste inconnu, laissant tout le point du cas de la vidéosurveillance dans un voile de doute. L'apparition de Trevor Delisa a eu lieu il y a un peu plus de 18 ans, et pourtant, après près de 2 décennies d'enquête, tant les professionnels que les amateurs sont repartis les mains vides, incapables de sécuriser des preuves solides ou de révéler la vérité au-delà des suppositions coïncidentes et circonstancielles. Malgré le caractère non concluant de tout cela, il y a quelques notions qui ont du sens lorsque l'on décortique les couches de cette affaire. Tout d'abord, de nombreux adeptes de la disparition pointent immédiatement le voyage incontestable de Trevor en Alaska, moins d'1 semaine avant sa disparition. Faire un si long voyage à un tiers du chemin à travers le monde pour une fille qu'il connaissait à peine n'a pas beaucoup de sens. L'Alaska est à 9 heures de vol qui couvre 9 fuseaux horaires et offre peu de valeur touristique pour une visite de courte durée basique. Donc, si les vacances et les étés étaient vraiment destinés à raviver une étincelle romantique, c'était un geste assez extrême, considérant que Trevor n'a mentionné l'aspect petit ami que brièvement, principalement à ses amis. Glenn Cullen a remarqué qu'il n'avait entendu parler de l'intérêt amoureux de Trevor que par ouï-dire et n'a jamais vu de photos d'elle ou de preuves qu'elle existait. La seule identification physique possible a été vue par le père de Trevor à travers la chaîne d'email précédemment mentionnée. Cependant, la femme dans la communication s'appelait Janie, pas Karen, et il n'a pas été clarifié par les enquêteurs si elles étaient la même personne ou complètement séparées, ni n'a été confirmé qu'une recherche a été effectuée de la correspondance par email découverte par Michael entre Trevor et Janie.
Le consensus général maintenant est qu'il n'y avait pas de filles et que les histoires de rencontres avec des étudiants universitaires d'Anchorage étaient une couverture pour un autre type d'affaires ou de quête personnelle. L'Alaska rural est un mystère en soi et le nombre d'activités potentiellement gardées secrètes est trop vaste pour être énuméré, mais pourrait inclure un nombre quelconque d'opérations telles que le blanchiment d'argent, le trafic de drogue ou la violence des gangs. Comment Trevor pourrait jamais être lié à de tels vices est à la fois inconnu et improbable, mais son expertise en informatique et en mathématiques fait de lui une personne utile pour n'importe laquelle de ses activités. En réfutation, il y a peu de chances que Trevor ait pu garder de tels délits multinationaux secrets de tout le monde et ne laisse derrière lui aucune trace. Bien qu'il soit compétent avec les systèmes informatiques, il n'avait aucun antécédent ou enregistrement l'associant à des crimes virtuels. C'était un individu extraverti et amical et poursuivre une femme qu'il aimait n'est pas inhabituel pour un homme de son âge, surtout compte tenu du fait que les billets étaient gratuits. Mark Deely a déclaré dans l'article du Irish Times que le voyage à Anchorage était comme tout jeune adulte essayant de trouver le paradis et l'Alaska n'était qu'une version plus froide de points chauds comme Ibiza ou Lanzarote. Trevor semblait flatté par les grands environnements des calottes glaciaires de l'Alaska pendant le peu de temps qu'il a passé avec sa mère après son retour, ce qui est probablement une émotion authentique plutôt qu'un prétexte pour une activité illicite. Au final, la famille Deely et les enquêteurs ont classé le voyage en Alaska comme un leurre dans l'affaire après que les deux parties aient interrogé la fille en question et qu'aucune piste n'ait été produite. Une autre hypothèse populaire croit que Trevor a été tué ce matin-là sur le chemin du retour vers son appartement par un criminel impitoyable basé au Kremlin, anonyme pour tout le monde sauf pour les officiels de la Gardaï. Cette théorie provient d'un tuyau donné à la Gardaï par un informateur qui prétendait que Trevor avait eu affaire au criminel de Kremlin, qui a été abattu et assassiné avant d'être jeté dans une zone boisée à l'ouest de Dublin. Le criminel de Kremlin avait également été enquêté pour le meurtre non résolu de Sinead Kelly en juin 1996. Le criminel en question n'a jamais été identifié publiquement pour des raisons juridiques. Les enquêteurs ont déclaré que l'informateur lui-même n'avait aucun motif pour le crime, mais n'accordait pas beaucoup de poids à l'information, malgré le fait que le gang du criminel en déclin dirigeait un commerce de drogue et de prostitution près du lieu où Trevor a été vu pour la dernière fois avant sa disparition. Néanmoins, la Garda a finalement pris en compte cette information et a fouillé une forêt de 3 acres dans la région de Chapelizod pour rechercher les restes de Trevor. Le criminel secret en décomposition a finalement été blanchi après que les informations de l'informateur se sont avérées fausses et aucune trace de Trevor n'a été trouvée lors de l'excavation. D'autres théories se concentrent sur l'homme en noir d'une vidéo de surveillance, offrant une multitude d'idées selon lesquelles il pourrait être une version modernisée de la conspiration des hommes en noir, et était dans les bureaux cette nuit-là pour parler à Trevor de quelque chose de surnaturel qu'il avait vu peut-être pendant son séjour en Alaska. Cela expliquerait la fascination subtile mais répétée de Trevor pour l'Alaska et pourquoi l'homme en noir l'a suivi jusqu'à chez lui. Si l'homme en noir a bien kidnappé Trevor, cela pourrait expliquer l'absence totale de traces d'acide désoxyribonucléique ou de preuves laissées derrière lui. Il convient de noter que la famille Deely a fortement dénoncé cette ligne de pensée et ne la considère pas comme tangible. En termes plus réalistes, les suiveurs de l'affaire ont suggéré que Trevor a été kidnappé et assassiné par le gang en décomposition ce matin-là. Mais au lieu d'être enterré, il a été jeté dans un plan d'eau. Les officiels de la Garda ont passé au peigne fin d'innombrables rivières, étangs et canaux autour de la région de Dublin et n'ont de nouveau trouvé aucun indice lié à Trevor. Il est particulier que Michelle, la sœur de Trevor, ait appelé son téléphone portable pendant le week-end où il était porté disparu. Le cellulaire a sonné plusieurs fois au lieu d'aller directement sur la messagerie vocale. Cela suggère que le téléphone portable est mort avant qu'il ne soit potentiellement détruit et que Trevor ou son ravisseur y ont eu accès jusqu'à 48 heures après 4h15 du matin, le 8 décembre 2000. Un cas comme celui de Trevor Deely, avec des chemins infinis mais zéro destination, est incroyablement difficile à conclure. Cependant, il y a juste assez de trous dans le profil pour y insérer des observations calculées. Ces anomalies, combinées avec la vidéosurveillance, nous amènent à croire que Trevor savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, a été suivi par des personnes qu'il n'aurait pas dû connaître, et il s'en est rendu compte et a finalement été emmené contre son gré.
Quelle était exactement cette information ou qui étaient exactement les personnes à qui elle était liée est impossible à déchiffrer. Mais sans aucun doute, cela concernait probablement des pratiques illégales de nature criminelle. C'était le genre de savoir interdit qui a mené à sa traque, son enlèvement et son assassinat. La première grande partie de cette conclusion est l'information contradictoire donnée par Trevor lui-même, spécifiquement l'emploi du temps à deux faces qu'il a donné à ses parents et à ses amis. Après être rentré d'Alaska, il a dit à ses parents qu'il ne rentrerait pas à Nass le week-end suivant afin qu'il puisse terminer ses achats de Noël. À ce moment-là, il a pris des rendez-vous avec ses amis Glenn et Conlett pour prendre un verre ce week-end-là au pub Thomas Fletcher, un bar local de sa ville natale. Bien que cela aurait pu être une erreur honnête ou intentionnelle pour éviter de parler à ses parents de l'Alaska, on a l'impression que Trevor ne disait la vérité à aucune des parties. Il aurait pu avoir son propre programme pour le week-end, peut-être pour s'occuper du problème en question, et a induit en erreur ses amis et sa famille. En fait, son absence au pub était considérée comme normale par Glenn et Conlett, car ni l'un ni l'autre ne se sont inquiétés ou n'ont même pris la peine de contacter Trevor lorsqu'il n'est jamais venu prendre un verre. De plus, Trevor a montré quelques moments de comportement nerveux subtil après son retour d'Alaska. Outre la mauvaise gestion des informations qu'il a données sur ses projets de week-end, les actions de Trevor les heures avant sa disparition nous semblent étranges. Par exemple, lorsque Trevor se dirige vers la porte 2 de la Banque d'Irlande et parle à l'homme vêtu de noir, il passe peu de temps à s'engager avec lui et entre dans le bâtiment trempé, apparemment pressé de rentrer chez lui. Mais plutôt que de partir avec le parapluie, Trevor a invité Carl Pender, l'employé de nuit, à boire une tasse de thé. Quand Carl a demandé quelques instants pour terminer sa tâche, Trevor n'est pas parti. Au lieu de cela, il s'est connecté à son ordinateur et a effectué des actions inconnues comme s'il attendait que quelque chose se passe pour passer le temps. Lorsque Carl était disponible, ils ont partagé des boissons chaudes et ont bavardé pendant 10 minutes avant que Trevor ne parte. Cet échange est très étrange. Pourquoi entamer des conversations avec un collègue au travail un vendredi soir à presque 4 heures du matin ? Et quand vous découvrez qu'ils sont occupés, pourquoi vous mettre à l'ordinateur et bidouiller comme si c'était une réunion urgente pour ne faire que bavarder sans but pendant quelques minutes ? Qu'a-t-il fait sur l'ordinateur et de quoi lui et Carl ont-ils discuté ? Carl ne se souvient pas des détails, mais il est certain que ce n'était pas une conversation d'urgence ou grave. Trevor était sobre et dans un état d'esprit stable après la soirée de boissons et de fêtes, contrairement aux suppositions. L'ensemble de l'épisode de 25 minutes semblait comme si Trevor avait quelque chose qui le dérangeait, probablement découlant de l'apparition soudaine de l'homme en noir à l'extérieur qui l'attendait. Il y a aussi quelques pièces du puzzle qui ont été soit ignorées, soit mal enquêtées dans l'ensemble, avec très peu d'informations divulguées par les officiels par la suite. L'électricité coupée dans l'immeuble de Trevor le jour de sa disparition semble plus qu'une coïncidence. Il a appelé la maintenance pour réparer le problème plus tôt et il semble qu'il s'en occupe lorsqu'il rentre du travail. Mais pourquoi ou comment les appartements ont perdu l'électricité n'est jamais expliqué et peut-être jamais enquêté en premier lieu. Il serait fascinant d'entendre d'autres personnes vivant dans le complexe à cette époque, pour savoir si elles se souviennent de la coupure de courant ou si elles ont vu des figures suspectes rôder autour du tableau électrique du bâtiment dans les jours précédents. De plus, l'appartement n'a jamais été totalement exclu comme étant le dernier lieu visité par Trevor. Selon les officiels de la Garda, Trevor n'est jamais rentré chez lui cette nuit-là, mais aucune information n'est enregistrée sur l'état de son appartement. Et s'il y avait des signes de lutte, un départ intentionnel ou de la médecine légale acide désoxyribonucléique, deuxièmement, les Gardis ont affirmé avoir fouillé l'ordinateur et l'email de Trevor à la recherche de preuves et n'ont rien trouvé. Cependant, l'analyse des systèmes audiovisuels n'était pas aussi approfondie en l'an 2000 qu'elle ne l'est aujourd'hui, et un autre débriefing de l'historique internet de Trevor pourrait s'avérer utile s'il était rendu public. Trevor était de toute façon un génie technique, il est donc possible qu'il ait caché des secrets hors de portée des recherches informatiques bâclées du gouvernement local. Troisièmement, il est consternant que la police ait laissé le dernier message connu de Trevor être effacé sans plus de considération. Il a été confirmé que Trevor avait appelé son ami Glenn à 4h05 du matin et selon Glenn, il a laissé un message vocal qui disait peu de choses à part qu'il rappellerait bientôt pour parler et se mettre à jour sur les événements récents. Les enquêteurs ont cru à un message routinier et après l'approbation de Glenn, rien ne semblait inhabituel pour lui.
Gardé a autorisé Glenn à effacer le message. La police a fait preuve d'une grave négligence dans les affaires de disparition. Tout message laissé par la victime doit être conservé. Même s'il s'agissait d'un bonjour et au revoir de 5 secondes, on ne sait jamais ce qui pourrait être extrait de l'arrière-plan. Chaque élément de preuve mérite sa due diligence et doit être mis sous microscope. Donc, bien qu'il n'ait probablement eu aucun effet sur la recherche de Trevor, son absence d'accès public et une clarté de 100% laissent un petit trou dans l'affaire. Enfin, nous devons aborder les 2 supposés collègues de Trevor qui apparaissent dans les captures d'écran de la vidéo de surveillance récemment publiée. Les autorités ont rapidement identifié l'homme à droite et l'homme à l'arrière comme des collègues, mais n'ont jamais partagé de détails au-delà de ce fait, si ce n'est qu'ils ont été disculpés de tout acte répréhensible. Alors, qui étaient-ils exactement? Quels sont leurs noms? Le BM. Que font-ils aussi au travail à 3h40 du matin? Ont-ils accompagné Trevor de la fête de Noël jusqu'au travail pour s'assurer qu'il arrive en sécurité? Si c'est le cas, pourquoi leur posture dans le cadre est-elle si étrange et bizarre? Ils semblaient attendre et observer Trevor avec une intimidation ombrageuse. S'ils attendaient, pourquoi sont-ils partis plus tôt? Connaissaient-ils le premier homme? L'ont-ils confronté? Peuvent-ils identifier la figure mystérieuse? C'est stupéfiant de penser qu'ils ont été écartés malgré leur apparition dans le morceau de preuve le plus mystérieux et qui pose le plus de questions, qui manque de segments critiques en premier lieu. Quand les 2e et 3e sujets partent-ils? Où va le premier homme? Est-ce qu'ils conversent? Malheureusement, ces images ne sont plus disponibles et ont probablement été détruites. Il est tout à fait possible que 2 collègues aient été interrogés et aient fourni des alibis et des explications, mais sans preuve documentée, il est difficile d'accepter une telle clémence. En fin de compte, en prenant en compte les enregistrements complets de la vidéosurveillance et leur rôle dans l'affaire, nous pensons que l'homme en noir n'était pas seul et qu'il y avait plusieurs personnes qui suivaient Trevor depuis son retour d'Alaska. Cet homme suspect de la vidéo a été chargé d'attendre à l'extérieur de la banque et a demandé à Trevor s'il pouvait y parler avant qu'il n'entre. Trevor a probablement refusé cette demande car il était tard et il avait bu, puis a délibérément traîné à l'intérieur du bureau avec Carl. Pendant ce temps, les collègues de Trevor sont passés pour s'assurer de son bien-être. Et lorsque l'homme en noir leur a dit que Trevor était entré depuis un moment, les collègues ont décidé de partir peu de temps après. Trevor est ensuite revenu à une porte également abandonnée et a continué ses affaires, ignorant l'homme vêtu de noir qui le suivait discrètement. Cet homme, ou ses éventuels associés, ont de nouveau confronté Trevor à son appartement, puisque ses colocataires étaient en vacances. Il y avait probablement d'autres personnes avec l'homme dans l'appartement en tant que soutien et étaient probablement responsables de la panne d'électricité dans le complexe. Quand Trevor a insisté sur son innocence, l'homme a réalisé qu'il était trop tard pour une telle plaidoirie, et Trevor a dû partir avant qu'il ne révèle ce qu'il savait peut-être. Trevor a ensuite été kidnappé, gardé en vie quelque part pendant un certain temps avant un homicide, et finalement éliminé dans un endroit où il ne serait pas retrouvé, probablement à l'étranger ou dans les environs. Comme tous les cas non résolus, celui de Trevor Dilley est vraiment laissé en suspens. Cette conclusion prend en compte toutes les enquêtes, les points forts et les faiblesses, et tente de construire la réponse la plus probable, même si elle n'est pas totalement concluante. Depuis la diffusion des images de vidéosurveillance restaurées en 2015 et la fausse alerte de recherche dans les bois de Chapelzod, aucune nouvelle piste n'a été mise à jour. Cependant, un officiel de la Guardia a publié une déclaration en décembre 2018 indiquant qu'il retournerait aux restes humains non identifiés toujours en stock pour utiliser la technologie révolutionnaire de l'acide désoxyribonucléique et tester les pièces pour toute trace de Trevor. Si quoi que ce soit, cela offre un nouvel espoir pour la famille Dilley, qui ont, au fil des ans, refusé les théories du complot et souhaitent simplement que le sort de Trevor soit élucidé. Que cela signifie un corps ou non, ils veulent juste quelque chose de concret. La sœur Michelle Dilley a été citée dans l'Irish Times en disant « Je ne crois pas que les gens disparaissent. Cela n'a aucun sens pour moi. Cela commence à faire mal au cerveau quand on y pense. » Elle, sa famille et les amis de Trevor veulent simplement une conclusion pour mettre fin à plus de 18 ans de cauchemar. Des gens ordinaires comme nous peuvent s'attaquer à ces terreurs et aider à lutter contre le nombre croissant de disparitions. Nous ne signalerions pas cela si nous ne pensions pas que cela pourrait aider à rappeler au monde, à sensibiliser et potentiellement à apporter un nouvel indice ou une nouvelle piste à l'avant-plan de la recherche.
Il est important de ne pas oublier qu'avant que cette affaire ne se fige, il était un être humain, un homme avec un avenir dans la technologie, la communauté, le travail d'équipe et l'ingéniosité. Il était contagieusement amical avec une attitude positive qui restait avec ses pairs avec une force de bien. Son dévouement à la résolution de problèmes et sa compassion ont impacté d'innombrables vies et nous espérons que l'impact continue à exercer des influences bientôt. En attendant, la recherche continue alors que nous poussons pour la clarté et luttons pour des réponses à la disparition de Trevor Dilley et au mystère des hommes dans l'ombre. Ceci est Détective des affaires non résolues.